En gardant la conviction et la vision de cette technologie qui croît pendant 10 ans et qui va devenir encore massivement adoptée, ben, on n'a pas de souci finalement à acheter quand c'est en haut, quand c'est trop cher entre guillemets, parce qu'on sait que dans 10 ans, ce sera encore beaucoup plus haut. Alors, un petit détail concernant le montant que vous allez investir. Si vous voulez justement réduire votre coût d'acquisition moyen, il faudrait investir le même montant chaque mois. Après, rien ne vous empêche finalement d'optimiser et de vouloir investir un petit peu moins quand le marché est étendu et que vous voyez qu'on part en mode parabole, et d'investir un petit peu plus quand le marché a beaucoup corrigé. Là, c'est une manière d'optimiser déjà. Futur entier, salut à toi, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec mon ami Quentin aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Là, on est ici en France en train de te tourner cette vidéo. Normalement, il vit à Bali, donc il est revenu un petit peu pour les fêtes. Et donc aujourd'hui, sujet crypto, j'ai décidé de t'amener un spécialiste. Quentin, ça fait plusieurs années qu'il travaille, qu'il vit de la crypto-monnaie, qu'il travaille dans ce domaine. Donc il est devenu un bon spécialiste, on peut dire ça comme ça. Et donc j'ai commencé à te faire quelques vidéos sur le sujet, notamment la semaine dernière, je t'ai fait 2 vidéos personnelles, donc qui restaient très brèves en termes de technicité, surtout pour te parler de mon expérience, les erreurs que j'avais faites, comment tu pouvais les éviter, notamment une belle qui m'a coûté un très gros manque à gagner. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller encore plus loin. On va te faire une série de vidéos avec Quentin qui vont te plaire. On va aller beaucoup plus loin sur le sujet et te permettre, soit en tant que débutant, de comprendre ce domaine et de profiter de cette révolution et de cette hausse qu'on va avoir, à mon avis, dans les prochaines années. Et pour les gens qui sont plus avancés, eh ben, on va pouvoir aborder un contenu qui va être aussi de plus en plus technique. Voilà. Je te laisse te présenter rapidement pour expliquer d'où tu viens, comment tu es tombé dans les cryptos. Alors, pour faire très simple, j'ai commencé à investir quand j'étais étudiant, en 2015. En réalité, à l'époque, je découvre les crypto-monnaies grâce à un copain qui m'emmène à un meet-up à Grenoble. Et à ce moment-là, Ethereum venait de sortir et le gars qui présentait le meet-up nous parle d'Ethereum. Je vois cette nouvelle technologie, je m'y intéresse un peu parce que j'étais dans l'entrepreneuriat à l'époque. Je vois un asset à une valeur de 82 centimes, je me dis ok, pourquoi pas, intéressant. Et 2 semaines plus tard, ce même asset, donc Ethereum, valait plus 82 centimes mais 5,81 €. Et là je me suis dit mince, j'ai raté quelque chose. Sauf qu'à l'époque j'étais fauché, j'étais étudiant et j'avais pas un rond. Donc j'ai fait mon maximum en fait pour me priver, pour économiser ce que j'avais. Donc j'ai économisé 400 $. Et j'ai pu acheter mes premiers Ethereum avec 400 $, donc en 2015 étudiant. Donc j'ai vu mon capital en fait s'envoler en 2017 pendant la dernière bulle, puis perdre 90%. Et là ça fait super mal. Là ça piquait. Psychologiquement, l'ascenseur quoi. Et là c'était trop dur. Et du coup je me suis dit plus jamais, il faut que je comprenne comment ça fonctionne et comment je vais pouvoir en fait devenir profitable dans cette industrie, parce que je me suis pris de passion pour ce domaine. C'est tellement large et ça révolutionne tellement notre monde qu'il fallait que je comprenne. Donc je me suis formé, je me suis appliqué finalement à réinvestir mais au bon moment, donc dans les bas de marché. Depuis en fait j'ai mis plus de 40% de tous mes revenus en crypto-monnaie et j'ai réussi à faire fleurir mon capital. Et en fait j'en suis arrivé à un stade où mon capital travaillant aujourd'hui me rapporte des revenus passifs et je peux en vivre pleinement et je peux même aider des gens à le faire. Enfin, surtout cette année, j'ai eu tellement de demandes autour de moi de personnes qui souhaitaient investir dans le marché que, le premier. voilà, que je me suis dit, bon, il y a un besoin énorme. J'ai mis de côté l'entrepreneuriat depuis quelques années, mais je pense que je vais y revenir parce qu'il y a du monde à aider, quoi. Voilà. Il y avait une intro qui était sympa à faire sur son expérience et son parcours parce qu'elle est vraiment motivante et intéressante. Après, on va juste avant de passer sur les 3 stratégies qui vont être utiles. Moi, le premier, en fait, quand j'ai voulu m'intéresser aux crypto-monnaies, première chose que j'ai fait, j'ai appelé Quentin parce que je savais qu'il était dans le domaine. Il m'a eu pendant 1h30 au téléphone, il m'a expliqué un nombre de trucs incalculables que j'ai eu du mal à piger d'ailleurs. Les premières fois, au début, c'était dur à s'y faire. Puis après, en forçant un peu, j'ai découvert cet écosystème qui est juste incroyable et passionnant. Et je me suis dit, merde, j'ai vraiment raté un truc. J'aurais dû m'y intéresser bien avant. Je pense qu'on s'est tous dit ça. On en avait parlé en plus il y a 2 ans en Colombie. On en a parlé à 2 ans, on s'est rencontrés en Colombie. Et tu m'as dit, t'es sûr de ton coup? Parce que voilà, j'étais focus sur l'IMO, mes entreprises, j'ai pas mis la tête ailleurs et c'est un regret que j'ai eu. Donc il y a un point qui est important à préciser, c'est que Quentin a 100% de son patrimoine financier liquide dans des crypto-monnaies. Donc sur 100% de son patrimoine global, il a 50% en IMO, 50% en crypto. Et tout son argent en fait liquide est en crypto-monnaie, il n'a plus rien dans les comptes bancaires. Donc, quand tu vois ça, tu dois dire c'est un grand malade. Je t'avoue qu'il y a 2 mois quand il m'a dit ça, j'ai dit t'es un grand malade. Aujourd'hui, je me dis que je le ferai pas, mais je comprends pourquoi il le fait, tu vois. Et autant quand j'ai démarré au début, je me suis dit je mettrais 5-10% de mon patrimoine total en diversification. Aujourd'hui, je suis plus à 30-35% pour cette année 2022 parce que j'ai compris la technologie et c'est comme tout, quand tu comprends, tu n'en as plus peur et tu sais pourquoi tu le fais. Voilà. Quentin va t'expliquer du coup, puis on va essayer en termes d'échange de t'expliquer quelles sont les 3 stratégies les plus intéressantes quand tu débutes en crypto, de manière à rester assez simple et basique pour que toi, si tu n'y comprends rien jusqu'à présent, tu comprennes pourquoi c'est intéressant d'investir
et comment le faire de manière très simple au début. Et ensuite, au fur et à mesure des vidéos YouTube, on va monter un petit peu le niveau. Ok, donc du coup, on va vous parler de 3 stratégies pour débuter. La première, ce sera ce qu'on appelle Dollar Cost Average. On va vous expliquer ce que c'est. La deuxième, ce sera faire travailler ses cryptos grâce aux prêts et emprunts. Et la troisième, ce sera finalement buy the fear, sell the greed. En français, acheter la peur et vendre l'avidité. On va commencer par la première stratégie, donc le Dollar Cost Average. En fait, ça va être la stratégie la plus simple pour les débutants de commencer à investir dans les crypto-monnaies, puisque ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'investir en crypto-monnaie, c'est comme tout marché financier, c'est un jeu psychologique massif et très compliqué à suivre. Le fait d'employer la stratégie de Dollar Cost Average va vous permettre en fait de retirer tout le stress qui est généré par la partie psychologique et de jamais être vraiment dépendant de ses émotions. Alors, en quoi ça consiste le Dollar Cost Average? Donc, ça veut dire acheter par palier. Donc, vous pouvez acheter par palier de prix ou par palier de temps. Ce que je vais conseiller moi à un débutant, c'est d'acheter par palier de temps, puisque le prix, on ne sait jamais où il va aller, on ne peut pas le maîtriser, par contre le temps, on le maîtrise. Et en plus de ça, ça va vraiment retirer toute variante de votre équation. Donc, vous allez, admettons que vous avez votre salaire en début de mois, et bien chaque début de mois, vous allez dire je mets 100 euros sur le Bitcoin. Et bien ça, c'est une manière de rentrer sur le marché en Dollar Cost Average très simple. Vous n'avez aucun facteur à gérer et ça va vraiment retirer tout le stress de l'investissement. Vous verrez que vous allez investir en fait toutes les semaines ou tous les mois par exemple, donc vous allez lisser votre prix d'entrée. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un Dollar Cost Average, donc un coût d'acquisition moyen. C'est parce que vous allez acheter un petit peu tout en bas, un petit peu dans la montée, un petit peu tout en haut, un petit peu dans la descente. Et du coup, in fine, vous allez avoir un prix moyen qui va croître, mais qui va être toujours nettement inférieur que le prix actuel. Exactement. Ça, c'est quelque chose que je conseillais quand j'étais en gestion de patrimoine à des personnes qui voulaient ne serait-ce qu'investir en assurance vie en unité de compte, donc avec des actions ou des obligations. Comme on est sur des marchés qui fluctuent, une personne qui veut de la sécurité, plutôt que de rentrer avec 10 000 euros dans son capital d'un coup, on ne sait pas si elle est un haut de marché, un bas de marché, même si dans l'ensemble, les marchés financiers sur plus de 20 ans ou 30 ans sont en hausse, même si une technologie comme les crypto-monnaies et la blockchain, il y a de très grandes chances les 20 prochaines années comme Internet que ça soit en hausse, sur le moment, psychologiquement, ça met quand même des claques. Donc le fait d'acheter tous les mois, en fait, tu vas lisser ton risque, comme il dit, et donc ne plus avoir à te soucier si tu es en haut ou en bas, etc. Juste tu achètes tous les mois de manière bête et méchante en te disant voyons ce que ça va donner dans 5 ans et 10 ans la technologie, et là tu as de très grandes chances de faire un très bon placement. Oui, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire, la technologie blockchain, c'est une technologie qui connaît une adoption croissante, tout comme l'a connu le téléphone, Internet ou les réseaux sociaux. On a une technologie qui est amenée à continuer d'évoluer dans les prochaines années, au moins les 10 prochaines années. Et cette technologie, elle gagne en valeur proportionnellement au nombre de personnes qui l'utilisent. Ça veut dire que, entre guillemets, le risque, il est moindre quand on investit dans une technologie comme ça aujourd'hui. C'est, entre guillemets, comme investir dans Internet en 97. Exactement. Aujourd'hui, j'ai vu une étude, je crois qu'on est à moins de 7% d'utilisateurs, moins de 7% des Français qui aujourd'hui ont des crypto-monnaies. C'est extrêmement faible. C'est extrêmement faible. Je ne sais pas au niveau mondial si tu as les chiffres. Je crois que c'est 2%. Par le passé, si on lisse la performance des 10 dernières années, on a une performance de 200% par an pour le Bitcoin. Après, ça diffère suivant les crypto-monnaies. Mais ce qui veut dire que la stratégie du Dollar Cost Average, donc on donne cette stratégie pour un type d'investisseur qu'on appelle un holder. C'est quelqu'un qui va garder ses fonds et jamais les revendre. Elle est vraiment pratique parce que en gardant la conviction et la vision de cette technologie qui croît pendant 10 ans et qui va devenir encore massivement adoptée, on n'a pas de souci finalement à acheter quand c'est en haut, quand c'est trop cher entre guillemets, parce qu'on sait que dans 10 ans, ce sera encore beaucoup plus haut. Alors, un petit détail concernant le montant que vous allez investir. Si vous voulez justement réduire votre coût d'acquisition moyen, il faudrait investir le même montant chaque mois. Après, rien ne vous empêche finalement d'optimiser et de vouloir investir un petit peu moins quand le marché est étendu et que vous voyez qu'on part en mode parabole, et d'investir un petit peu plus quand le marché a beaucoup corrigé. Là, c'est une manière d'optimiser déjà. Alors, la deuxième stratégie pour les débutants en crypto-monnaie, ça va être un moyen finalement de générer des revenus passifs et de faire travailler son capital en crypto-monnaie. Donc, il y a une industrie dans la crypto-monnaie qu'on appelle la DeFi, la finance décentralisée. Dans cette industrie, il va y avoir pas mal de secteurs qui vont nous permettre de faire travailler notre argent, et je vais vous parler d'un secteur aujourd'hui qui sont les prêts et emprunts. On a des plateformes comme Nexo, Celsius ou BlockFi qui vont être un intermédiaire décentralisé entre des personnes qui vont prêter de l'argent et des personnes qui vont emprunter de l'argent. En fait, ça va remplacer une banque. Donc, comment ça va se passer? On a des prêteurs qui vont donner des liquidités à la plateforme, par exemple des bitcoins, et la plateforme va leur promettre un rendement de 6% annuel, parce qu'en face, on va avoir un emprunteur qui va vouloir
emprunter des bitcoins et lui va payer un taux d'intérêt de 12% annuel. Donc la plateforme se rémunère et vous aussi vous êtes rémunéré. Pour te le comparer, c'est comme du crowdfunding pour des promoteurs immobiliers qui ont besoin de fonds, d'apports pour faire leur projet. Ils font appel à une plateforme de crowdfunding, ils empruntent de l'argent et la plateforme de crowdfunding fait un appel à fonds pour d'autres investisseurs. Donc toi, tu peux prêter à la plateforme qui elle-même prête aux promoteurs. Exactement. Donc on a des plateformes centralisées. Donc pour le coup, Nexo, Celsius, BlockFi sont des entreprises centralisées. Et on a la même chose sur des protocoles décentralisés comme par exemple AAVE, donc AV, qui fait la même chose que le service d'en face, sauf que là, il n'y a personne, il n'y a aucune entité qui contrôle les fonds. C'est un protocole complètement autonome qui, lui, va gérer les transferts de capitaux. Suivant la crypto-monnaie que vous allez prêter, vous aurez des taux d'intérêt différents. À vous de voir quelle est la monnaie qui va être intéressante d'acheter pour son côté spéculatif, mais par contre ne l'achetez pas pour son rendement, puisque ça peut être un projet qui va être finalement qui va sous-performer sur sa spéculation, son capital. Juste parce qu'elle vous donne 20% annuel, c'est peut-être pas une bonne idée. Donc une petite mise en garde, si vous voulez emprunter de l'argent en crypto-monnaie, attention, ne vous dites pas j'ai peu de capitaux, je vais pouvoir emprunter finalement les crypto-monnaies pour investir plus. Il y a un risque de liquidation. Comment ça fonctionne? Quand vous voulez emprunter des crypto-monnaies, vous allez créer ce qu'on appelle un collatéral. Ça veut dire que vous allez finalement donner des crypto-monnaies à la plateforme pour avoir le droit d'en emprunter un pourcentage. Donc je vous donne un exemple. Vous donnez l'équivalent de 1 000 € de Bitcoin à la plateforme, vous le laissez en collatéral. Donc c'est la sécurité pour la plateforme et vous avez le droit d'emprunter l'équivalent de jusqu'à 50% de la valeur de votre collatéral. Ce que vous allez emprunter, vous allez l'emprunter en dollars ou en euros. Et donc ce qu'il faut toujours, c'est que la valeur de votre collatéral soit toujours nettement supérieure à la valeur que vous avez empruntée. Ça veut dire que si le Bitcoin crash et perd en valeur, il y a un fort risque que ce que vous avez mis en collatéral soit saisi par la plateforme, soit liquidé pour se rembourser puisque ça n'aurait pas suffi à rembourser ce que vous auriez emprunté. Puisque admettons que votre collatéral se mette à valoir moins que ce que vous avez emprunté, vous n'avez aucune raison de venir rembourser votre emprunt. Et c'est comme ça que la plateforme va se protéger. Un conseil, si vous devez emprunter, surtout n'empruntez que 10 ou maximum 20% de votre collatéral pour vraiment minimiser le risque. Et essayez de le faire tout en bas de marché, ne le faites pas tout en haut. Le stacking, c'est une autre méthode qui permet de générer des revenus passifs. Comment ça fonctionne? Une blockchain, parmi les deux protocoles qui existent, il y en a un qui s'appelle le Proof of Stake. Donc pour qu'elle fonctionne, on a besoin que les détenteurs de tokens, les stakes, donc les blocs sur un protocole pour sécuriser la blockchain. Et en fait, le fait de venir bloquer vos tokens, de les staker, vous allez être rémunéré par le protocole qui va vous remercier de sécuriser la blockchain. Et donc là, vous avez des rendements qui peuvent aller de 1% à 20-40%, voire plus. Voire des fois beaucoup plus. Alors pour faire une traduction de ce jargon, si tu découvres les cryptos, en gros, staker, donc le staking, c'est quoi? C'est tout simplement prêter de l'argent à la blockchain comme il le disait. Donc la blockchain, qu'est-ce que c'est? C'est le protocole par lequel les transactions vont se faire. Et pour que ces transactions se fassent, ils ont besoin d'emprunter des tokens. Donc ce qu'on appelle un token, c'est un jeton, c'est une crypto-monnaie. Le Bitcoin, par exemple, est un token, donc c'est un jeton. Donc tout simplement, tu vas prêter tes propres jetons à ce protocole-là pour qu'ils puissent sécuriser et vérifier les transactions. Ils ont besoin de jetons d'autres personnes. Donc en gros, tu vas les prêter et on va te les rendre avec des intérêts. Là où il faut faire très attention, comme ce que disait Quentin, c'est que des fois, tu vas avoir des rendements hallucinants sur des plateformes, 60%, 100%, 500% par an des fois et même beaucoup plus. Très attention, soit c'est que le token est petit, a une faible capitalisation, voire des fois n'a pas de réelle technologie derrière. Donc il y a vraiment un risque de fluctuation qui peut être énorme, voire même que le token ne vale plus rien. Et des fois des risques d'arnaque aussi, suivant les plateformes. Donc en fait, il faut vraiment rester sur des tokens qui sont connus, approuvés, sur lesquels il y a une réelle technologie derrière. Ne t'embarque pas en te laissant attirer par des rendements qui sont monstrueux. Tu auras des rendements plus faibles en général. Par exemple, moi, je fais du staking sur mes crypto-monnaies. Et en général, j'ai du 8 jusqu'à 20-30%, ce qui reste raisonnable et même très bien d'ailleurs, mais sur des altcoins qui sont intéressantes, approuvées avec de bonnes technologies derrière. Et d'ailleurs, il y a une stratégie qui est formidable, notamment sur le staking et le prêt et emprunt. Vous pouvez en fait mettre à travailler ce qu'on appelle les stablecoins. Un stablecoin, c'est un token qui garde toujours une valeur de 1 dollar s'il est adossé au dollar. Donc par exemple, vous pouvez aujourd'hui prendre votre épargne et la convertir en dollars et la faire travailler entre 8 et 12% annuel, plutôt que de le laisser sur votre compte et qu'il se dévalue. C'est quoi le risque de staking quand tu fais du staking? Parce que quand tu prêtes à 15, 20, 30% par an, il y a forcément un risque en face. Et quand tu fais du staking sur du stablecoin, quel est le risque aussi également? Si on fait du prêt et emprunt et qu'on est sur une plateforme centralisée, le risque c'est que la plateforme fasse faillite et que nos fonds disparaissent. Bon, ce serait gros que ça arrive.
Sur un protocole de prêt-emprunt ou sur un protocole de stacking, le risque principal, c'est que le protocole dans lequel vous allez stacker vos fonds soit hacké, qu'il y ait une attaque et que vos fonds disparaissent. Donc, pour les protocoles de stacking, il existe des assurances comme Nexus qui vous permettent pour je crois, 1 ou 2% annuel d'assurer vos fonds qui sont dans un protocole en finance décentralisée. Excellent, je ne savais pas ça. Ok. Et le risque, tu l'estimes à combien toi? Tu as déjà vu ou des amis à toi, ou même toi peut-être, des fonds Alors en fait, sur les grosses plateformes, les gros protocoles, les grosses cryptos, j'ai jamais vu vraiment de cas. Par contre, sur les nouveaux projets, ce qui arrive souvent en fait, c'est que les fondateurs créent une backdoor, ce qui leur permet en fait, eux-mêmes de venir voler les fonds et les gens ne se sont pas méfiés, ils se sont jetés sur un projet qui promettait un rendement fou et c'est comme ça qu'ils se sont fait avoir. Donc reste dans les sentiers battus, surtout si au début tu ne maîtrises pas ce sujet et que tu veux commencer à investir, les cryptos les plus connus avec les meilleures technologies et tu seras serein. Et pour la troisième stratégie pour les débutants, on va donner une stratégie semi-optimisée. C'est-à-dire que, comme on a dit juste avant, on a des cycles avec des grandes montées et des gros crashs. Et ces grandes courbes paraboliques et ces grands crashs, en fait, ils sont drivés par une seule chose, c'est la psychologie du marché. Et il y a un outil très simple aujourd'hui qui s'appelle le Fear and Greed Index, donc l'index de la peur et de l'avidité. Et en général, quand le marché crache fortement, on est dans la peur, voire l'extrême peur. Et à l'inverse, quand le marché croît fortement, on est dans l'avidité, voire l'extrême avidité. Donc une stratégie pour les débutants, ça pourra être de vouloir acheter quand on est dans la peur et vendre quand on est dans l'avidité. Alors attention, attendez qu'on soit dans une période prolongée de peur avant de commencer à investir, puisqu'on pourrait y entrer à la moitié d'un crash. Et pareil pour la partie avidité, attendez quelques jours, une période prolongée d'avidité avant de vouloir revendre, puisque ça pourrait en fait être la moitié de la parabole. La limite avec cette technique, c'est que personne ne sait exactement timer le haut, le bas, sinon tout le monde serait multimilliardaire. Ouais, c'est très subjectif. Voilà, tu vois, Quentin, ça fait plusieurs années qu'il passe ses journées entières à analyser tous les facteurs, à analyser les cycles, etc. Donc il arrive à avoir une bonne compréhension et à anticiper certaines choses, mais il se trompe, comme beaucoup de spécialistes des fois. C'est pas exact, c'est pas précis, c'est pas vraiment timé dans le temps. C'est pas une science exacte. Donc tu peux arriver à anticiper certaines choses, ne pas te faire piéger comme la majorité des débutants et la majorité des petits portefeuilles. Ça oui, tu peux en apprenant ces choses-là. Mais à timer, c'est très difficile. Donc tu peux, pour t'y intéresser, avoir une bonne idée. C'est sûr que si tu vois qu'on est en haut et qu'on est proche d'un ATH, donc d'un maximum, c'est pas le bon moment à t'y intéresser. Et alors que si tu vois que tout le monde a peur et que plus personne n'en parle sur les réseaux sociaux et que tout le monde commence à faire des pertes, c'est certainement le moment d'acheter. Voilà. Ça, c'est vraiment des grandes tendances qui fonctionnent d'ailleurs dans tous les investissements, aussi bien dans l'immobilier que dans les autres placements financiers. Par contre, si tu es débutant, je te recommande vraiment la première méthode, acheter régulièrement, acheter des bonnes technologies, tu prends du Bitcoin, de l'Ethereum ou quelques altcoins qui ont des réelles technologies derrière et qui vont perdurer dans le temps. Dans le top 50 au plus loin, quoi, pour débuter. Tu les achètes tous les mois, tu les conserves et déjà tu profiteras de toute cette révolution sans trop te prendre la tête et en ayant des performances qui sont rarement inégalées ailleurs. Un petit tips, dans la montée, vous verrez que les altcoins vont surperformer Bitcoin. Par contre, dans la descente, c'est Bitcoin qui va perdre beaucoup moins que vos altcoins. C'est logique parce que Bitcoin est celle qui a la plus grosse capitalisation, donc c'est là où il y a le plus de fonds à l'intérieur de transactions. Donc forcément, c'est un gros paquebot. Donc quand tu manœuvres un gros paquebot, ça met beaucoup de temps à bouger, donc ça fluctue beaucoup moins. Alors qu'un petit altcoin, la moindre petite secousse et ça peut partir très bas et monter très haut. Perdre 95%. Voilà. Voilà futur entier, j'espère que cette vidéo avec Quentin t'a plu. On a essayé de te dégrossir ça de manière vraiment très simple et très débutant. Tu diras en commentaire si ça t'a plu quand Quentin intervienne sur la chaîne. On te fait une autre vidéo jeudi 20 qui va être plus complète, plus technique et le sujet ça sera comment acheter des cryptos en 2022. Donc vraiment qu'est-ce que tu as à savoir en fonction de tout ce qui s'est passé dans le passé, de toutes les analyses qu'il a pu comprendre pour t'expliquer pour 2022 quelles sont les grandes tendances à suivre, quelles sont peut-être les meilleures technologies que toi tu connais et que tu suis. Donc ça sera très intéressant, la vidéo sera un peu plus complète, un peu plus technique, on prendra un peu plus le temps de t'expliquer aussi les termes que tu ne comprends pas forcément au départ. Et on aura une belle surprise aussi également pour toi. Donc on se donne rendez-vous jeudi 20 pour cette prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à dire en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu as des questions que tu aimerais qu'on aborde éventuellement jeudi, ça peut être cool aussi d'avoir les grandes tendances de ce que vous voulez. Est-ce que ça te plaît que je commence à te parler de crypto sur la chaîne aussi? Vous avez été très nombreux ces derniers mois à me le demander, donc ça y est, ça arrive. Et évidemment, like cette vidéo, tu sais que ça fait toujours plaisir. On te fait du travail, là on a un gros matos staff aujourd'hui, le vidéaste derrière. Ça prend du temps, de l'organisation, il faut les préparer, etc. Si ça te fait plaisir, nous ça nous fait plaisir, donc mets un like, ça la mettra plus en avant sur ce superbe algorithme qu'est YouTube. Passe une très bonne journée, bons investissements, bonne crypto et on se voit jeudi. Ciao. Salut.